toutes et à tous. Je vous remercie de me laisser l'occasion de vous faire cette présentation autour de la technique d'autogreffe de cellules souches périphériques dans le cadre de la prise en charge de maladies auto-immunes. Pour commencer cette présentation, je voudrais vous faire un bref historique pour vous montrer que c'est finalement il y a à peu près un peu plus de 25 ans qu'on a pu, de façon un petit peu fortuite, découvrir que les techniques de greffe de cellules souches hématopoïétiques pouvaient mettre en rémission des maladies auto-immunes. Ces observations ont été faites chez des patients qui avaient de façon concomitante une maladie auto-immune et une hémopathie qui nécessitait une intervention par une autogreffe. Par la suite, ces observations se sont étoffées et finalement, c'est dès 1997 que l'EBMT, l'Association européenne de greffe et de transplantation de moelle osseuse, a émis ses premières recommandations de cette technique pour appliquer aux maladies auto-immunes. On voit que entre 1999 et 2000, ce nombre d'autogreffes en Europe est resté relativement stable jusqu'en 2011, date à laquelle sont publiées les deuxièmes recommandations de l'EBMT et on voit que depuis cette date, le nombre d'autogreffes augmente. Il est à peu près de 300 par an dans les centres européens. C'est en 2014 que se constitue le groupe MATEC, qui a pu être labellisé en 2017. Et c'est aussi en 2014 que nous avons les premières recommandations écrites conjointement avec la Société française de thérapie cellulaire. C'est en 2014 que ces recommandations sont publiées. Depuis lors, donc, comme je vous disais, c'est à peu près 300 greffes qui sont réalisées par an, ce qui fait en 25 ans un total de plus de 3000 patients qui ont été autogreffés en Europe dans l'indication d'une maladie auto-immune. Et on voit que c'est surtout donc la sclérose en plaques qui représente plus de la moitié de ces indications et la deuxième indication étant représentée par la sclérodermie, suivent ensuite la maladie de Crohn et d'autres indications. On voit que ce nombre de greffes donc, augmente à partir des années 2010 et ça peut paraître paradoxal puisque à cette époque apparaissent aussi pour la prise en charge de ces maladies auto-immunes de nombreuses thérapies ciblées, de nombreuses biothérapies, ce qui montre bien que malgré tout, malgré ces progrès thérapeutiques, un certain nombre de patients restent et resteront éligibles à une autogreffe de cellules souches périphériques. Alors, quel est le principe de cette autogreffe? Pour comprendre son principe, il faut revenir un petit peu sur le concept donc, de cette maladie auto-immune. On sait que chez un certain nombre de patients qui ont probablement une susceptibilité génétique, vont intervenir des phénomènes épigénétiques, des phénomènes environnementaux qui vont aboutir à une perte de la tolérance du soi et la formation de clones lymphocytaires autoréactifs qui vont être à l'origine d'un processus inflammatoire et donc une destruction d'organes par des phénomènes pro-inflammatoires. L'objectif de l'autogreffe, c'est finalement d'obtenir en une phase une immunoablation et obtenir ce que l'on appelle actuellement un reset immunologique et donc la restauration d'une tolérance au soi. Pour ça, on va donc utiliser des traitements immunosuppresseurs extrêmement puissants, notamment l'endoxan à forte dose, notamment le sérum anti-lymphocytaire, qui vont donc avoir pour rôle de détruire les cellules B mémoire, les cellules plasmocytaires et tout un tas d'effecteurs lymphocytaires T, en espérant donc ainsi obtenir un reset immunologique et donc une nouvelle reconstitution immunologique. Ce concept, il est étayé par ces observations, notamment lorsque l'on observe les auto-anticorps dans le lupus chez les patients qui ont été traités avec une autogreffe. On voit donc
une rémission du lupus avec la disparition de ces anticorps antinucléaires, et chez certains patients, une rechute qui peut survenir après plusieurs années d'évolution, mais avec pour certains patients un profil d'anticorps différent de la prise en charge initiale. On voit la même chose avec l'immunité vaccinale qui disparaît après une autogreffe, et il faudra donc être vigilant sur le suivi vaccinal de ces patients. Au niveau cellulaire, là encore, on a quelques exemples qui montrent, là c'est un modèle de sclérose en plaques, que vous avez après autogreffe une augmentation des cellules T4 naïves et une réduction des cellules T4 mémoire. On observe la même chose pour le compartiment des cellules B naïves qui ont tendance donc à s'expandre plusieurs années après la réalisation d'une autogreffe, alors que les cellules B mémoire restent à un taux à peu près constant. L'autogreffe de cellules souches, finalement, elle va se réaliser en 2 étapes. Une première étape qui est une étape de mobilisation et de recueil des cellules souches périphériques. Puis quelques semaines plus tard, on va pouvoir procéder à la 2e étape qui va on va donc pouvoir quelques semaines plus tard réaliser une 2e étape, ça va être l'autogreffe à proprement parler, avec une phase de conditionnement. Le patient va recevoir une chimiothérapie immunoablative et un traitement immunosuppresseur à forte dose et une réinjection de ces cellules. Et puis après une phase d'aplasie, on va pouvoir suivre le patient et notamment suivre un peu l'effet sur la maladie auto-immune et leur reconstitution immunologique. Alors la mobilisation des cellules souches hématopoïétiques, c'est un processus qui permet donc de récupérer des cellules hématopoïétiques CD34+, qui vont être libérées dans la circulation sanguine. Pour cela, le patient va être hospitalisé. La procédure dure à peu près 10 à 15 jours. On va administrer de l'endoxan, selon un schéma retenu actuellement de 1 g par mètre carré à J1 et J2. Ce traitement par endoxan va induire une courte phase d'aplasie, et quelques jours après cette phase de cette perfusion d'endoxan, le patient va recevoir des facteurs de croissance hématopoïétique qui va donc permettre une recirculation des CD34 dans le sang périphérique. Lorsque on observe ces CD34 dans le sang périphérique, le patient va ensuite réaliser dans un EFS une cytaphérèse qui va permettre donc de collecter ces cellules souches hématopoïétiques, et on arrête la procédure lorsque on obtient un nombre de CD34 suffisant, soit un nombre de plus de 3 10 puissance 6 par kilo. Une fois que ce chiffre est atteint, eh bien les poches sont congelées et conservées à l'EFS jusqu'à la réalisation de l'autogreffe. Cette autogreffe, comme je vous le disais, sera constituée d'un conditionnement. On discute actuellement de 2 types de conditionnement pour la prise en charge de ces patients. Un conditionnement dit standard avec une très forte dose de cyclophosphamide, elle est de 50 mg par kilo et par jour pendant 4 jours, et on y associe du sérum antilymphocytaire à la dose de 6 mg par kilo, et ce sérum antilymphocytaire est perfusé et réparti sur 5 jours. Pour certains patients plus âgés qui présentent des comorbidités ou une contre-indication à la réalisation d'un conditionnement standard, eh bien on peut proposer un conditionnement dit atténué qui repose sur l'administration de fludarabine de 30 mg par mètre carré par jour pendant 4 jours, en association avec une plus faible dose de cyclophosphamide en une fois, c'est 60 mg par kilo, toujours en association au sérum antilymphocytaire, et puis on y adjoint du rituximab que l'on va réaliser 6 jours avant la greffe et 1 jour après la réinjection du greffon. Alors,
comme attendu, ces conditionnements sont tous associés à des effets secondaires inhérents à la procédure, à savoir des nausées, des vomissements, une mucite, un risque d'aplasie fébrile, des besoins transfusionnels qui nécessitent donc tout un environnement hématologique pour la prise en charge de ces patients. Et finalement, la réinjection des cellules souches hématopoïétiques, qui est réalisée juste après la fin du conditionnement, a pour principal but donc de diminuer cette phase d'aplasie, de diminuer les risques inhérents à cette phase d'aplasie et permettre ainsi une reconstitution d'un nouveau système hématopoïétique et surtout immunologique après élimination des cellules autoréactives par le traitement immunosuppresseur. Par la suite, il faudra organiser un suivi qui est extrêmement important à planifier. Ce suivi, il va permettre d'évaluer la réponse au traitement, il va permettre d'évaluer si le patient nécessite des traitements d'entretien dans la prise en charge de sa maladie auto-immune, et surtout ce suivi qui est très régulier dans la première année, il se réalise tous les 3 mois, va permettre de dépister des complications éventuelles, infectieuses, cardiovasculaires ou métaboliques liées à la greffe. Et donc ce suivi nécessite vraiment un binôme entre l'hématologue qui va prendre en charge le patient pour la réalisation de son autogreffe et le spécialiste d'organes ou l'interniste pour le suivi de la maladie auto-immune. Pour conclure, on voit que l'autogreffe fait donc partie de l'arsenal thérapeutique proposé dans de très nombreuses maladies auto-immunes. C'est une procédure qui est de plus en plus sécurisée. On voit au cours des dernières décennies une baisse de la mortalité liée à cette procédure, qui est liée à une meilleure connaissance des facteurs de risque, une meilleure connaissance des indications de ces techniques et une meilleure sélection des patients. Ces indications, comme on vous l'a expliqué, sont discutées dans le cadre de RCP entre spécialistes d'organes, notamment pour voir si il n'y a pas une autre alternative thérapeutique à la prise en charge du patient, et par une équipe d'hématologues, une équipe de greffe, qui elle va surtout juger de l'éligibilité du patient et essayer d'écarter des contre-indications à cette procédure. Ce sont des greffes qui doivent être réalisées par des équipes qui ont une expérience en allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, et notamment des centres qui sont accrédités par un système qui s'appelle le JACI et qui permet d'homogénéiser toutes les procédures de greffe en Europe. Ce sont des patients qui seront par la suite inclus dans des registres au sein de l'EBMT, et puis on essaye de discuter dans la mesure du possible un accès à des protocoles thérapeutiques de phase 2 ou de phase 3. Dans tous les cas, vous retrouverez sur le site de Matec toutes les références sur les recommandations pour la prise en charge de ces patients et toutes les références sur les protocoles thérapeutiques qui sont utilisés pour l'organisation, la réalisation et le suivi de ces greffes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.